Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau cours de philosophie. Je vais vous avouer que c'est un peu étrange pour moi parce que, premièrement, je m'excuse pour la qualité sonore, c'est moins pire que les autres fois, je ne sonne plus vraiment comme une cathédrale, mais j'ai pas encore la qualité de son optimale que je désirerais. On va faire avec, je pense que jusqu'à présent, il n'y a personne qui s'est plaint du son. Comme je vous disais, c'est un petit peu bizarre pour moi parce que tous les autres vidéos qu'on a enregistrées que vous avez écouté depuis le début de la session, dans le fond, c'est que je les avais enregistrés pendant l'été, avant le début des cours. Le vidéo sur l'argumentation, c'est le premier vidéo que j'enregistre depuis qu'on s'est rencontrés, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble dans le cadre, dans le cadre de ce cours-ci. Donc aujourd'hui, dans le fond, on est mercredi le 16 septembre. Donc on est en plein pendant la semaine de suspension des cours, où est-ce qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Également, là, je vous dirais, ça a l'air de rien, là, mais une session de cégep, elle va très vite. Comme je vous disais, cette session-ci, je la divise plus ou moins en deux grandes parties, si on veut, à savoir d'un côté la partie méthodologique et de l'autre côté la partie historique. Mais ces deux grandes parties-là, je les divise également en deux autres parties. Donc, si on veut, la session se divise plus ou moins, pour moi, en 5 grandes parties. C'est-à-dire, la première partie du cours, les 3-4 premières semaines, on voit c'est quoi la philosophie, comment développer une question philosophique, problématiser, conceptualiser, développer des questions, poser des questions, etc., etc. La deuxième partie du cours, on la commence maintenant. Là, on commence vraiment l'argumentation. Donc là, normalement, vous êtes à la fin de la semaine 4 du cours. Donc là, on commence à argumenter. Donc la séance d'aujourd'hui, la prochaine séance vont porter sur l'argumentation. Après ça, on va voir l'objection et la réfutation, qui sont aussi des formes d'arguments. Et après ça, on va voir les sophismes qui sont aussi des sortes d'arguments. Donc, pour les prochaines semaines, ce qu'on va faire ensemble, c'est de l'argumentation. Et évidemment, c'est un aspect essentiel de la philosophie, d'apprendre à argumenter. Donc, c'est ça. Donc, ça va nous mener jusqu'à la mi-session à peu près avec l'argumentation. Jusqu'à la semaine de mise à jour qu'on n'aura peut-être pas. Le calendrier scolaire n'est pas encore sorti, donc il n'y a rien d'officiel, mais là j'ai entendu, en tout cas pour l'instant le projet ce serait d'annuler la semaine de mise à jour, ce qui est un peu poche, mais ce qui me confirme dans mon choix d'aller de l'avant dans la planification que j'avais planifiée au départ et de garder les cours à distance pour l'instant. Donc oui, après ça, une fois que ce bloc-là d'argumentation va être terminé, on va arriver à la matière plus historique. On va avoir un bloc sur, en gros, la Grèce antique, les présocratiques, les sophistes, donc un peu le paysage intellectuel de la Grèce antique, ça va être un bloc. Ensuite, on va voir la pensée de Socrate, et finalement, on va terminer la fin de la session, fin novembre, début décembre, ça va vraiment être la préparation pour les épreuves finales, les derniers travaux. Fait que voilà, donc là, au moment où vous regardez ce vidéo-là, ça devrait donc être à la semaine 4. Donc, à la semaine 4, juste pour être certain, vous êtes censé avoir déjà lu le chapitre sur les énoncés, pages 49 à 58. Et pour voir l'argumentation, vous devriez lire le chapitre donc dans le recueil sur l'argumentation, de la page 59 à la page 68. Donc cette semaine, vous devriez déjà avoir vu les énoncés. Et là, on commence l'argumentation. Vendredi, donc ce vendredi, normalement le vendredi 25 septembre, vous devriez me remettre le questionnaire numéro 3 qui fait une révision, dans le fond, de toute la matière qu'on a vue depuis le début de la session, donc concernant la philosophie, le discours scientifique, la problématisation, la conceptualisation, les énoncés, le dogmatisme, le relativisme, etc. Mais pour aujourd'hui, donc, on commence à voir c'est quoi ça, l'argumentation.
Vous voyez ici une très belle gravure où on voit notre ami Socrate en train justement d'essayer d'argumenter avec ses concitoyens lors d'un procès qu'on verra plus tard dans la session. Donc l'argumentation, tout d'abord, c'est quoi? Ça me fait penser à... c'est quoi, dans le fond? C'est amener des idées nouvelles. C'est amener des idées pour défendre d'autres idées. Pour dire ça bien simplement. On va voir, en gros, pourquoi c'est nécessaire. Je vous amène à un exemple. Ah ben tiens, justement, comme je vous disais, souvent, lorsqu'on parle de philosophie, souvent il y a des gens qui pensent, qui confondent la philosophie, dans le fond, avec les espèces de messages de pensée positive que notre tante Ginette partage sur Facebook. On a tous une tante Ginette sur Facebook, et super fine. Et elle partage souvent des trucs de pensée positive, comme les images que vous voyez ici à l'écran. Donc, souviens-toi que le bonheur dépend non pas de ce que tu es ou de ce que tu possèdes, mais uniquement de ta façon de penser. Ou encore, dans la vie, tout arrive pour une raison, et même si tu ne le comprends pas maintenant, un jour tout aura un sens. Ou encore, à gauche, on voit les 7 règles de la vie. Hey, depuis le temps que j'ai cherché, une chance que Facebook est là pour me les donner. Donc, fais la paix avec ton passé. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton problème. Le temps soigne presque tout, sois patient. Personne n'est en charge de ton bonheur sauf toi. Ne compare pas ta vie à celle des autres et ne les juge pas. Arrête de trop penser et souris. Voilà, ça c'est les 7 règles qu'il faut suivre pour être heureux. Ou pour mener une bonne vie, ou pour je sais pas trop quoi. Ceci n'est pas de la philosophie. Pourquoi? Parce que ce sont des idées, je veux dire ça comme ça, des idées toutes nues. C'est une idée toute seule. Bam, on te la garoche comme ça. Puis c'est à toi de voir si tu es d'accord ou pas. C'est à toi d'y adhérer ou pas. Mais pour que ce soit de la philosophie, ça prend une justification. Il faut que la personne qui te parle te dise non pas ce qu'elle pense et ce qu'elle croit que tu devrais penser aussi. Il faut qu'elle te dise pourquoi tu devrais adhérer à ces idées-là selon elle. Ça, je vous le dis souvent en philosophie, je me crisse un peu de ce que tu penses. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu le penses. Donc, par exemple, si tu me dis souviens-toi que le bonheur dépend non pas de ce que tu es, de ce que tu possèdes, mais uniquement de ta façon de penser. Puisque je te demande pourquoi, mais là, tu peux me dire, ben, tu sais, admettons qu'il t'arrive un malheur, tu peux quand même essayer de voir le bon côté des choses. Par exemple, si tu te casses une jambe et que tu passes une semaine à l'hôpital, tu peux te dire « Ah zut, c'est malheureux, je me suis cassé une jambe, je souffre, je suis privé de plusieurs activités et je suis dans un milieu franchement désagréable. » Mais tu peux aussi te dire « Ah, c'est cool, je vais manquer une semaine d'école. » Ou tu peux te dire « Ah, c'est cool, enfin, il y a des gens qui prennent soin de moi. » Donc, tout dépend de ta façon de penser. Là, tu as un argument. Là, tu as une justification. Là, tu as une idée qui soutient tes idées. Là, on commence à être dans la philosophie. Évidemment, il y a plusieurs objections qui peuvent être amenées à cette pensée-là. Et c'est là qu'on peut commencer à discuter. Et donc, c'est là qu'on peut commencer à réfléchir ensemble. Et c'est là qu'on peut commencer à faire de la philosophie. C'est là que ça devient intéressant. Mais juste une idée tout nue comme ça, ce n'est pas de la philosophie. Ça prend des justifications, ça prend des arguments. Un autre exemple. Il y a quelques années, je commençais mon cours de philosophie en posant plusieurs questions à mes étudiants, un peu comme ce que vous avez fait dans le questionnaire numéro 1. Et une des questions que je posais, c'était, à votre avis, est-ce que les penseurs de l'Antiquité sont encore pertinents aujourd'hui? Et je recevais, puis là, ben, écoutez, ça a l'air facile pour moi de juger comme ça les réponses qu'on m'amenait, mais c'était des étudiants qui commençaient leur cégep, c'était leur premier jour d'école. Je ne suis pas fâché ou déçu de la réponse, mais j'ai trouvé la réponse intéressante. Il y avait la moitié de la classe qui me répondait non, les penseurs de l'Antiquité ne sont plus pertinents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des idées très différentes des nôtres. Puis l'autre moitié de la classe qui me répondait les penseurs de l'Antiquité avaient des idées très différentes des nôtres, donc ils sont encore pertinents. Donc là, ici, on avait deux réponses semblables, deux réponses totalement à l'opposé, deux thèses opposées, mais avec un argument, avec une justification, avec une prémisse qui est la même.
Et ça m'a rappelé une fameuse blague que vous connaissez peut-être, celle du chien puis du chat. Le chien qui dit je vis avec un humain, puis cet humain-là, il me loge, tu sais. Je vis chez lui. Puis il me nourrit, puis il s'occupe de moi, il joue avec moi, il me caresse, puis quand je suis malade, il prend soin de moi. Donc, c'est lui mon maître. Alors que le chat dit ben moi, je vis chez un humain, puis il me loge, je vis chez lui, puis il me nourrit, c'est lui qui me donne ma bouffe. Puis il joue avec moi, il s'occupe de moi, il prend soin de moi, il me caresse, puis quand je suis malade, ben c'est lui qui s'occupe de moi. Donc, je suis son maître. Donc, c'est un peu le même principe, c'est un peu la même logique. Donc, on a deux fois la même justification, les mêmes prémices, les mêmes idées de départ, mais qui mènent à des conclusions radicalement différentes, radicalement opposées. Et là, j'entends les plus relativistes d'entre vous, oui, je vous entends dire « Ah, mais c'est merveilleux, Julien! Si le même argument peut soutenir deux thèses opposées, c'est la preuve que tout le monde a droit à son opinion, que toutes les opinions sont bonnes, puis que dans le fond, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. » Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que ces arguments-là sont mauvais. C'est que ces arguments-là sont insuffisants. Que ces arguments-là ne sont pas correctement développés. Le chien et le chat ne peuvent pas avoir raison en même temps. Il y en a un qui se trompe et l'autre qui a raison. Voilà. Donc, et le but du cours d'aujourd'hui, dans le fond, c'est de voir comment est-ce qu'on peut développer, rédiger, construire ces arguments. En fait, c'est vraiment ça, c'est construire un argument. Un argument, c'est une architecture, c'est une mécanique qui fait en sorte que certains d'entre eux sont bons et que certains d'entre eux sont mauvais. Et là, vous allez me dire, gna, Julien, là que tu dis qu'il y a des arguments qui sont bons, des arguments qui sont mauvais, donc tu ne respectes pas les arguments des autres, tu es fasciste. Non, c'est pas une question de fascisme, c'est juste une question de rigueur argumentative. Il y a des idées dans la vie qui sont fausses, d'autres qui sont vraies, d'autres qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises. Il y en a qui sont plus ou moins fausses, d'autres qui sont plus ou moins vraies, plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, mais c'est pas vrai qu'elles se valent toutes. Et on évalue la valeur d'une idée en fonction de l'argument qui les soutient. D'où l'importance de savoir distinguer un bon argument d'un mauvais argument et de respecter les règles de rigueur méthodologique qui font qu'il y a des arguments qui sont meilleurs que d'autres. Donc, tout d'abord, je vous l'ai déjà dit dans les semaines précédentes, on part du plus simple et on développe vers le plus complexe. Donc, il y a 2 semaines, on a vu comment définir un concept. Certains concepts peuvent être, par exemple, le savoir et la liberté. Ce sont des concepts, ce sont des idées abstraites qui englobent donc différentes formes de savoir et différentes formes de liberté. Et si on fait des liens entre ces concepts-là, on se le rappelle, la rationalité, ça veut dire faire des liens. Bien, on peut produire un énoncé qui dirait, par exemple, le savoir rend libre. Ça, c'est un énoncé. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait des liens entre des énoncés. Donc, mettons que je prends ce premier énoncé, le savoir rend libre, et que j'amène un autre énoncé qui dirait « la liberté mène au bonheur ». Là, vous voyez qu'il y a un lien logique entre les deux énoncés. Pourquoi? Parce qu'il y a un même concept, le concept liberté, qui revient d'un énoncé à l'autre. Et là, si je vous dis, hey, si j'accepte ces deux énoncés-là comme étant vrais, admettons-le, que je les considère vrais, le savoir rend libre et la liberté mène au bonheur, qu'est-ce que je pourrais en conclure? Là, si on était en classe, ce serait le fun parce qu'il y aurait quelqu'un qui lèverait la main. Là, je suis encore pogné avec Daredevil. Donc, Daredevil lève la main. Oui, Daredevil. Ben, ça veut dire, Julien, que le savoir rend heureux. Bravo, Daredevil. Merci pour ta collaboration. Tu peux baisser ta main maintenant. Bon. Et là, ce qu'on a, c'est un argument. Donc, on est parti de certaines idées, et en faisant des liens logiques entre ces idées-là, on aboutit à un argument complet. Donc, il y a 2 semaines, on a défini des concepts. La semaine passée, cette semaine, au dernier cours, on a développé des énoncés. Aujourd'hui, on apprend à relier des énoncés pour faire des arguments. Donc, un argument, dans le fond, ça comprend plusieurs éléments. Ça comprend tout d'abord une thèse, ça comprend des prémices, et ça comprend un ou des liens logiques. Il y a toujours juste une thèse,
il y a toujours au moins une prémisse et au moins un lien logique. Il peut y en avoir plus, évidemment, on le verra plus tard. Mais il y a toujours juste une thèse. On verra également que les prémices sont des énoncés, que la thèse est un énoncé et que les liens logiques ne sont pas des énoncés, mais peuvent être représentés par des marqueurs de relation. Donc, donc est un marqueur de relation, car, puisque, alors, par conséquent, etc. Fait qu'un argument, en général, se présente sous la forme prémisse 1 et prémisse 2, donc thèse. Mais tout d'abord, c'est quoi ça, une thèse? Une thèse, c'est un énoncé que, normalement, on suppose vrai, ou on suppose bon, ou on suppose valable, et qu'on tente de faire accepter à autrui. Il y a différentes situations dans lesquelles on soutient une thèse. Par exemple, si je dis à ma copine « Hey, à soir, si je te sortais au restaurant », et qu'elle me répond « Oui, Julien, bonne idée ». Là, évidemment, je pourrais lui répondre « Mais écoute, mon amour, il n'y a rien à manger dans le frigidaire, on est fatigué, ça ne nous tente pas de cuisiner, tant qu'à faire, on a de l'argent pour, on peut aller au restaurant, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, on est dû pour une soirée en amoureux. » Et là, elle va me répondre « Mais oui, Julien, j'ai déjà dit que j'étais d'accord. » Et là, je vais répondre « Non, mais je veux dire, oui, c'est vrai que ça coûte cher aller au restaurant, mais n'empêche qu'on le mérite bien, c'est la fin de la semaine, ça a été difficile, gna gna gna, me semble il est temps que je sorte au restaurant. » Et là, elle va s'exaspérer en disant « Julien, je t'ai déjà dit oui, pourquoi t'argumentes? » Et elle aurait raison. Ça ne sert à rien d'argumenter quand la personne à qui tu parles t'a déjà donné raison. Bon, là, c'est sûr que ces temps-ci, en temps de COVID, c'est peut-être moins une bonne idée de sortir au restaurant, là, mais c'est pas ça le but. Donc, généralement, une thèse toute seule, c'est convenable quand on parle à des gens qui sont déjà en accord avec nous. Mais évidemment, dans la vie, ça arrive que les gens ne soient pas nécessairement d'accord avec nous. En philosophie, on argumente parce qu'on part du présupposé, donc, que les gens qui nous lisent ou que les gens qui nous écoutent ne seront pas nécessairement d'accord a priori avec ce qu'on va leur proposer. Il y a d'autres situations dans lesquelles on doit argumenter. Et là, souvent, les étudiants disent, je vais demander à Riemann, dans quelle situation, Riemann, est-ce que tu penses que ça peut être nécessaire d'argumenter? Quand les gens ne sont pas convaincus par notre idée, Julien. Très bonne réponse, Riemann. Donc ici, on voit, par exemple, ces deux sympathiques jeunes femmes qui sont en train de distribuer des tracts pour, je le sais-tu, moi, le Parti vert, ou le Parti conservateur, ou le Parti libéral, ou la CAQ, ou le NPD, ou Québec solidaire, je ne sais pas moi. Mais mettons, en période d'élection, ces deux femmes-là essayent de convaincre les gens de voter pour un parti politique en particulier. Elles ont déjà leur thèse. On devrait voter pour le parti X. Le monsieur ici présent est potentiellement un électeur indécis. Lui, il ne sait pas encore pour quel parti il va voter. Moi, j'ai déjà fait ça, du militantisme politique, en fait, j'en fais encore. J'ai déjà passé des tracts, j'ai déjà appelé des gens. Ben, souvent, les indécis, c'est les gens que tu vises, c'est à eux que tu t'adresses. Vous n'avez pas encore fait votre choix. Ben, écoutez ce qu'on a à dire. Écoutez les raisons, les arguments qu'on a qui pourraient vous amener à adhérer aux valeurs, aux idées de notre parti politique. Donc, dans une situation comme celle-là, ça peut être pertinent d'amener des arguments. C'est pas suffisant d'amener une thèse. Ces filles-là auraient beau courir après le bonhomme en disant « Il faut voter Parti vert, il faut voter Parti vert, il faut voter Parti vert », ça ne marchera pas. Ce qu'il faut lui demander, c'est pourquoi tu veux voter pour le Parti vert. Donc là, on a des situations où est-ce qu'on est déjà d'accord sur la thèse, où ça ne sert à rien d'argumenter. Il y a des situations où notre interlocuteur est indécis, ou est neutre, ou est non partisan, ou impartial, si on veut, où on essaie de l'amener d'un certain côté. Et il y a aussi d'autres types de situations. Est-ce que tu as une idée, Riemann? Oui, Julien. Il y a quand l'interlocuteur est en désaccord avec nous. Effectivement, Riemann, malheureusement, ça arrive. Par exemple, ici, on a manifestement un couple d'amoureux qui veulent réaménager leur cuisine et qui ne sont pas d'accord sur la manière de réaménager la cuisine parce que on peut supposer ici que la dame veut une cuisine plus petite avec
une table à dîner dans la cuisine, alors que le monsieur pousse vraiment pour avoir un îlot de travail dans la cuisine et une salle à manger à part. Et là, ils vont devoir argumenter. Donc ça, c'est des situations dans lesquelles ça devient pertinent d'amener non seulement une thèse, pas juste la thèse, mais également d'amener des prémices ainsi qu'un lien logique pour soutenir cette thèse, ce qu'on appelle un argument.